Je sais que j'étais quand même beaucoup usé par la route pour mes trajets pour aller au travail, donc je me disais quand même peut-être qu'un jour il faudra que tu fasses moins de route. Et puis après j'ai vraiment pris la décision à un moment donné de commencer à m'installer à proximité pour faire moins de route. Et puis j'ai réfléchi à un projet et là est venue l'idée de l'arnica. Et en fait je me suis dit mais waouh, ces terrains, en fait c'est juste là qu'il faut que je m'installe. Il y a de l'eau, c'est frais et puis surtout je vais préserver 4 hectares de biodiversité avec 2 tilleuls remarquables qui ont traversé les siècles. Il se trouve que l'agriculteur qui avait ces terrains, qui lui-même les avait achetés pour préserver les arbres d'une tronçonneuse trop affûtée, il a bien voulu me céder les terrains, me vendre les terrains pour que je perpétue et que je préserve ces terrains sur le long terme. L'agroécologie, pour moi, elle ne doit pas servir d'abord l'agriculture, elle doit d'abord servir la biodiversité pour qu'ensuite elle rende service en retour. Paysans de nature, la philosophie, c'est quand même arriver à montrer qu'on a une activité économique viable aussi, qu'on n'est pas là pour faire les jolis protecteurs de papillons et d'orthoptères, mais on est là pour montrer qu'on arrive à préserver la biodiversité, que la biodiversité nous rend des services et que du coup on arrive à en vivre correctement financièrement et à avoir du temps pour nous. Jamais j'aurais dit il y a 10-15 ans de ça que j'aurais fait ça quoi. J'ai découvert Sylvain et sa ferme, le soleil des petits bleus, parce que le tilleul dont il est le gardien a gagné en 2023 le prix du jury du concours Arbre remarquable. La mise sous les projecteurs d'un ancêtre âgé selon les estimations de 400 à 500 ans a mis dans la lumière sa ferme où il cultive depuis 2023 des petits soleils. L'Arnica des Combrailles, région où Sylvain a choisi de poser ses valises avec sa famille. En devenant paysan après une carrière de 14 ans en tant qu'écologue au Conservatoire des espaces naturels, il ancre dans la matière ses convictions naturalistes. Dans ce premier épisode, assis à l'abri des quelques gouttes de pluie au pied du vieux tilleul, Sylvain partage son parcours, ses choix, sa vie de paysan de nature, ses projets pour ce lieu, son modèle économique et bien d'autres choses. Dans les épisodes suivants, nous irons découvrir le lieu où les petits arnicas naissent, la pépinière, et nous irons visiter le tilleul et l'ensemble du site, ainsi que la production d'arnica, nichée dans des espaces bocagés. Habiter le monde de manière écologique est un thème qui me tient vraiment à cœur. Moi-même, j'aimerais un jour construire un petit habitat écologique. C'est pourquoi j'ai choisi de collaborer pour cet épisode avec Aurélien Colombet, formateur en permaculture et en éco-construction. Avec sa formation Maison Saine, vous pourrez avoir toutes les clés pour réfléchir plus sereinement à votre projet de construction ou rénovation. La formation comporte une partie en ligne et un accompagnement à distance ou en présentiel. Aurélien a déjà accompagné plus de 60 personnes. En utilisant le code AGROECO5, vous aurez 5% de réduction sur le prix de la formation. Et vous soutenez en plus le podcast Agroécologie Voyageuse. Par ce partenariat, je soutiens l'activité d'Aurélien et il soutient la mienne. Rendez-vous sur le site permapartout.fr/maisonecomax pour regarder une première vidéo qui vous fera économiser dans vos travaux. Tous les liens sont en description de l'épisode. Bonjour Sylvain. Bonjour Opaline. Nous sommes sous une branche charpentière du tilleul d'un site dont tu es le gardien. Un tilleul dont l'âge a été estimé à environ 450 à 500 ans. C'est grâce à cet ancêtre que je t'ai découvert, car cet arbre a gagné le concours de l'arbre de l'année en 2023. J'ai fait quelques recherches sur cette ferme que tu as créée sur ce site que tu as créé il y a un an, que tu as acheté il y a un an, et la ferme, tout aussi récente, le Soleil des Petits Bleus, que tu as créé après une carrière d'écologue au Conservatoire d'espaces naturels. Donc tu pourras préciser un petit peu tout à l'heure.
Et je suis finalement arrivée ici et j'ai beaucoup de gratitude pour l'accueil que toi et ta famille m'avez réservé et te remercie pour le temps passé ensemble depuis ce matin à parcourir ce lieu magique. Alors déjà, j'ai une première question pour toi. Comment tu te sens ici, dans cet endroit, à cet instant ? La réponse qui me vient, c'est que quelque part, c'est que je me sens chez moi. Et chez moi, c'est la nature. C'est la nature, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, voilà, qu'on devrait tous partager. Et là, on se sent pleinement, rien qu'en écoutant, déjà, on entend quelque part peut-être le silence. Alors, c'est le silence vis-à-vis de toutes les activités aussi humaines, classiques qu'on connaît. Mais par contre, on n'a pas le silence de la nature. On entend, on a les oiseaux aux alentours. À cette époque, on a les criquets. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit et dont on a besoin. Et qui apporte vraiment du baume au cœur aussi dans tout ce qu'on veut créer. Alors, j'ai une petite question tirée d'un jeu qui s'appelle l'Anti-ça-va. Donc, c'est des petites questions un peu rigolotes pour ne pas juste dire comment ça va. Tu peux me citer un chiffre entre 1 et 3 pour que je choisisse une question. On va dire 2, allez. Quelles sont les 3 choses que tu as découvert sur toi au cours de ces 5 dernières années ? En essayant d'être assez bref. Les 5 choses. 5 choses. Peut-être une forme de courage, déjà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du courage. Le fait de franchir un cap, de se dire, d'abandonner une sécurité de l'emploi avec un emploi salarié en CDI qui fait qu'on peut avoir quelque part de l'argent qui nous permet de vivre. Voilà. Donc, c'est une forme de courage qui, beaucoup de personnes me l'ont dit. M'ont dit, sinon, tu as du courage de quitter cet emploi pour l'inconnu, quelque part. Parfois, j'ai répondu que c'était peut-être pas forcément du courage, que c'était peut-être plus courageux de rester dans un système dans lequel on est un peu contraint et on est obligé je parlais d'un peu de philosophie, de travailler pour arriver à vivre, survivre. Moi, l'idée, c'était quand même d'arriver à avoir un cadre de vie qui soit un peu plus simple, un peu plus tourné vers la terre, d'avoir un peu plus de temps pour soi. Bien sûr, dans les premiers temps, c'est pas forcément plus facile, mais voilà, c'est l'idée. Donc d'abord, une forme de courage que je pensais pas avoir naturellement. Voilà, jamais j'aurais dit il y a 10-15 ans de ça que j'aurais fait ça, quoi. Alors il y a toujours encore de l'inconnu, mais voilà. Après, en trouver encore 4 éléments, c'est pas si simple que ça. T'es pas obligé, ouais. Si tu veux arrêter à 3... je sais pas si j'étais capable d'innovation. Parce que, c'est sans prétention que je dis ça, mais c'est que je suis parti sur un projet où, en tout cas de ce que je sache, c'est un projet qui me semble novateur. Je pense être le seul à faire ça, à être spécialisé sur cette espèce qu'est l'arnica, qui est une espèce compliquée de culture, c'est réputé dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales, et d'essayer de toujours chercher, d'expérimenter. Je continue toujours à expérimenter, à chercher, à trouver des solutions qui font que on évite d'avoir des investissements et on réfléchit avec la nature. J'ai toujours été dans la nature depuis que je suis tout petit. Mes parents m'amenaient aux champignons, on allait se balader dans la forêt. J'ai toujours été dans la nature, j'ai toujours baigné dedans, donc forcément je pouvais que travailler dans la nature. Mais même en travaillant dans la nature, pendant mon métier, je pense que j'ai jamais été aussi proche de la nature que je le suis actuellement. Le fait d'être ancré dedans, pourtant j'étais quasiment systématiquement tout le temps dehors. Mais voilà, là j'ai découvert que j'étais encore plus connecté à la nature que je ne l'étais avant. Et j'ai appris à observer d'autres choses que je n'observais pas avant. J'étais dans la botanique, mais maintenant je me suis ouvert à tout un tas de choses. Donc c'est une forme d'ouverture aussi que
même si j'ai encore du boulot en termes d'ouverture, mais voilà, ça m'a ouvert encore plus. Merci. Tu m'as partagé ce matin que tu avais à cœur de diffuser un message important aux personnes qui écoutent ce podcast. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours, et en essayant de partager un peu les étapes les plus importantes de ton parcours et de ta carrière, notamment d'écologue. Alors, comme je te le disais avant, j'ai toujours baigné dans la nature. Donc, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine de la nature. Très tôt, j'ai voulu faire botaniste, parce que la botanique, c'était quelque chose la flore, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Faut voir une chose, c'est que quand j'étais plus jeune, vers 14-15 ans, on était 3 potes dans le même secteur de lotissement, et on était tous des fous, tous les 3 potes, on était des fous de plantes carnivores. On avait chacun notre serre avec nos plantes carnivores. À l'époque, je faisais pousser 150 espèces de plantes carnivores dans ma serre, et on s'échangeait les plantes, on était des malades, quoi. Et donc tu vois, la passion de la botanique, ça remonte de longue date, et le fait d'avoir cette passion, mais aussi le lien avec la culture, la terre, parce que quelque part, quand tu cultives des plantes dans une serre, tu manipules, t'es les mains dans la terre, même si c'est dans des pots. Ça a toujours été en moi, en fait, je pense. Et puis le fait de voir mes parents, ma mère jardiner, c'est culturel, dans ma famille, voilà. Donc tout ça, c'est ancré à la base quelque part, c'est dans mon ADN. Donc après, j'ai voulu faire botaniste. J'ai fait des études d'écologie. Majoritairement, de biologie et d'écologie, donc écologie pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes, parce que pour être botaniste, ça parle pas à grand monde, mais un botaniste, il va étudier la flore souvent sauvage. C'est pas un horticulteur ou un paysagiste qui va être dans l'ornemental. On est vraiment sur l'étude de la flore sauvage, comprendre la flore sauvage, comprendre comment elle réagit face à des mesures de gestion et comment elle évolue. Et plus que ça, même, du coup, moi, j'ai poussé un peu plus loin la botanique, me suis lancé dans la phytosociologie, qui est l'étude des communautés végétales, voir comment les plantes s'assemblent entre elles, les cortèges de plantes s'assemblent entre elles dans un site donné en fonction des conditions écologiques données, altitude, climat, sol, et comment ces cortèges peuvent se répéter, et comment aussi, surtout, c'est ça qui est intéressant, comment ces cortèges peuvent évoluer dans le temps, en dynamique, en fonction des influences anthropiques, en fonction de la pression de l'homme, mais aussi en fonction d'une dynamique naturelle. Et ça permet d'évaluer et de voir, d'anticiper comment les milieux vont évoluer ou comment ils peuvent régresser, et du coup leur gestion. Donc c'est pour ça que du coup je me suis orienté naturellement. J'ai travaillé 14 ans au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne comme botaniste phytosociologue pour travailler sur des inventaires, des cartographies de la flore et de la végétation pour comprendre en fonction de la gestion qu'on voulait mettre en place comment la flore et la végétation réagissaient et pouvaient évoluer. Voilà. Et ça m'a permis d'être au contact des agriculteurs, des paysans, comprendre aussi un peu leurs problématiques et puis ce qu'ils vivaient au jour le jour, les accompagner notamment dans une forme d'autonomie en termes d'observation de leur flore dans les prairies, et de pouvoir réagir en fonction pour réajuster leurs pratiques. Donc le contact avec le milieu paysan, même si j'en suis pas vraiment issu, j'en suis pas vraiment issu, on est tous paysans en fait au final. On vient tous de ce monde-là, sauf qu'on l'a oublié. Mais mes arrière-grands-parents étaient paysans, avec quelques vaches, et ils allaient dans la montagne, et en fait, comme beaucoup, je pense, parce qu'on a eu un exode rural en France et qu'on l'a un peu oublié. Mais voilà, c'est tout ce parcours donc de formation de botaniste écologue qui m'a amené là aussi. Et puis du coup, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que on avait des espèces qui disparaissaient en milieu naturel de plus en plus, et qu'il fallait les conserver, et qu'une forme de conservation passait par une alternative de culture.
Ouais, donc finalement, tu fais partie de Paysans de Nature, tu es assez impliqué dans l'association, tu pourras en parler un petit peu tout à l'heure. Et comme beaucoup de membres de Paysans de Nature, en tant que naturaliste, tu as souhaité acheter des terres pour exercer le métier d'écologue, naturaliste, botaniste sur des terres que tu préserves toi-même, quoi. Tu es devenu paysan pour préserver un petit bout de terre. C'est ça. Je dirais presque, je suis devenu paysan de nature naturellement, en fait. Tu vois, enfin, c'est une continuité logique. Voilà, travailler la terre, préserver le vivant, conserver le vivant. Il faut savoir une chose, c'est que paysan de nature, c'est donc on travaille voilà, pour vraiment préserver la biodiversité. Alors j'aime pas le terme de biodiversité, je préfère le terme de vivant. Le terme de biodiversité, c'est un terme qui est très scientifique, qui a même tendance maintenant à rebuter certains. Mais voilà, on travaille vraiment sur la préservation du vivant. Et le vivant, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est plusieurs éléments. Ça va être les espèces de faune, de flore, mais ça va être aussi les écosystèmes et aussi la diversité génétique, la génétique. Et dans Paysans de Nature, il y a beaucoup de paysans qui sont impliqués dans la conservation de races qui sont menacées. Par exemple, dans le berceau de Paysans de Nature, ils travaillent, si je ne dis pas de bêtises, sur la race... la maraîchine La maraîchine, peut-être, je dis peut-être des bêtises. Et moi, l'idée, c'est qu'en travaillant sur l'arnica, je fasse vraiment de la conservation. Alors, on est sur du sauvage, si tu veux, mais de la conservation un peu génétique de cette espèce-là. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé sur cette pépite de terrain et comment tu es arrivé à l'acheter il y a tout juste 1 an? Alors, je ne sais pas si c'est une succession de hasard ou quoi, mais la petite histoire, donc, c'est qu'on a acheté notre maison d'habitation en 2014, qui se situe, je le rappelle pour les auditeurs, on est à quoi? On est à 300 mètres à pied, 200-300 mètres à pied, donc vous imaginez, on n'est pas loin. On a acheté, j'avais aucune connaissance de ce lieu. 2014-2015, moi j'ai eu pas mal de travaux dans la maison quand même, j'ai retapé des trucs. On préparait notre mariage avec ma femme en 2015, donc j'ai mis énormément d'énergie aussi dans la préparation du mariage, parce que j'aime bien faire les choses pas à moitié. Et il se trouve qu'en 2015, mon responsable scientifique au Seine-Auvergne, à l'époque, rédigeait un livre sur les arbres remarquables du Puy-de-Dôme. Et les tilleuls qui sont présents là étaient présents à la base de données du conservatoire. Et il m'a demandé d'aller en prendre en photo ces arbres-là sur la commune de la Pérouse. Donc du coup, je lui ai dit, donne-moi le lieu-dit. Il m'a dit la villa. Je lui ai dit, c'est là où j'habite. Du coup, j'ai prospecté les environs. Il faut savoir que d'habitude, dans un lieu dans lequel j'habite, dès que je suis quelque part, il faut que je fouille aux environs. Parce que c'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est la curiosité, il faut que je sache ce que j'ai autour. Là, comme je l'avais dit avant, je n'avais pas le temps avec tout ce que j'avais organisé. Et du coup, dès que j'ai su qu'il y avait ces tilleuls à côté, je me suis dit, non mais tu vas fouiller quoi. Donc j'ai fouillé, et puis je suis tombé très rapidement sur les 2 tilleuls. Je suis tombé sous le charme, ou sous le tilleul, je sais pas comment on peut dire. On peut faire beaucoup de jeux de mots avec les noms d'arbres. Et alors là c'était magique. Alors, à l'époque, j'avais pas trop... l'idée de m'installer n'était pas encore vraiment là. Je sais que j'étais quand même beaucoup usé par la route pour mes trajets pour aller au travail. Donc, je me disais quand même, peut-être qu'un jour, il faudra que tu fasses moins de route. Et puis après, j'ai vraiment pris la décision, à un moment donné, de commencer à m'installer à proximité pour faire moins de route. Et puis, j'ai réfléchi à un projet. Et là est venue l'idée de l'arnica. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, ces terrains, en fait, c'est juste là qu'il faut que je m'installe. Il y a de l'eau, c'est frais. Et puis surtout, je vais préserver 4 hectares de biodiversité avec 2 tilleuls remarquables qui ont traversé les siècles. Et il se trouve que l'agriculteur qui avait ces terrains, qui lui-même les avait achetés pour les préserver, pour préserver les arbres d'une tronçonneuse trop affûtée, avec lesquels on s'est trouvé des affinités sur la préservation des haies et des arbres,
Et ben il a bien voulu me céder les terrains, me vendre les terrains pour que je perpétue et que je préserve ces terrains sur le long terme. Et ce que je trouve intéressant, parce que dans ce podcast, moi j'aime bien tisser des liens entre les mondes, comme toi d'ailleurs. Tu me disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas que je mange les murs devant la maison parce qu'elles avaient été glyphosatées par ce même agriculteur qui utilise du glyphosate de temps en temps et en même temps qui a un énorme intérêt pour la préservation des arbres. Comme quoi, personne n'est parfait, moi non plus, toi non plus. Vous vous entendez bien tous les deux. Tout à fait. Et même, je pense que c'est quelqu'un, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est naturellement anti-écolo, si tu veux. Mais anti-écolo, c'est un terme que je déteste. Écolo, c'est un terme que je ne peux pas supporter. Mais qui est anti-écolo au sens, on va dire, bureaucratique du terme, tu vois. Et un jour, c'est marrant, mais on avait fait une visite ensemble d'un moulin qui n'est pas si loin que ça, un vieux moulin. Et puis il y avait eu une réflexion justement sur les écolos qui m'avait pas plu, et j'avais voulu essayer d'éclairer les gens sur parce que souvent il y a l'amalgame qui est fait entre l'écologiste et l'écologue, et j'avais essayé d'éclairer sur la différence entre les deux et montrer ce que c'était qu'un écologue, la compréhension des écosystèmes, comment fonctionnent les espèces entre elles, comment fonctionne un écosystème. Et ce jour-là, il a écouté ça, et je pense que ça a été le déclic en lui, à mon avis. Il me l'a dit après, il m'a dit, mais là, vous m'avez appris un truc, Sylvain. Je ne savais pas du tout, je pensais pas du tout, je faisais l'amalgame. Et en fait, quelqu'un qui était anti-écolo, entre guillemets, à la base, il s'est rapproché de moi, et je sais pas, il s'est tissé un lien entre nous deux, enfin vraiment un lien, c'est quelqu'un avec... On passe du temps. Alors, c'est quelqu'un de très bavard. Moi, à côté, c'est rien. Il faut prévoir 2-3 heures quand il passe, mais qui est ouvert surtout. Mais qui prend le temps aussi de discuter, mais d'observer aussi. D'observer son troupeau, d'observer les arbres, d'observer comment germent. C'est marrant, mais comment germent des luzernes dans les bouses de ses vaches. Donc, du coup, comment se régénère son milieu. Ce que font pas forcément tous les agriculteurs, quoi. Et ça, c'est super important, quoi. Parlons-en justement, parce que tout à l'heure tu me disais que tu réfléchissais à ce que tu souhaitais transmettre aux personnes qui écoutent ce podcast. Donc quels sont les messages les plus importants que tu as à transmettre en tant qu'écologue paysan aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis écologue et naturaliste. Et le naturaliste, la base de son métier, c'est l'observation. Bien sûr, il faut être un peu curieux de nature. L'observation, mais pas l'observation un instant T, et puis après on s'arrête et on laisse filer. Parce qu'on le voit bien, on a toujours un contexte mouvant. Le changement climatique qui fait que ça évolue continuellement, puis tout change, quoi. L'observation, en fait, c'est quelque chose qui doit être continu. Et moi, je le vois depuis que je suis installé. Alors bien sûr, j'avais ce sens peut-être un peu aiguisé du fait que j'étais naturaliste, mais je pense qu'il s'est encore plus aiguisé depuis que je me suis installé comme paysan, parce que comme je le disais juste avant, peut-être plus proche encore de la nature, et observer le maximum possible comment se comportent les végétaux au niveau climatique, comment ils se comportent vis-à-vis des animaux. J'ai aussi essayé de reproduire des choses que je voyais en milieu naturel, pour l'arnica notamment. Que l'arnica en milieu naturel, c'est une plante qui, à cause du changement climatique notamment, n'est plus trop adaptée à la pleine lumière. Pourtant, c'est une plante de pleine lumière à la base, donc une plante plutôt de montagne, et du coup, même en montagne, on peut avoir jusqu'à 30-35 degrés maintenant. Et cette plante qui n'est plus adaptée à la pleine lumière, avec des feuilles qui vont se dessécher littéralement, en fait, elle trouve refuge. J'ai observé, c'est rigolo, mais les 4-5 dernières années que j'étais au conservatoire, au début, je fais bizarre, des milieux propices avec plein d'espèces, il n'y a pas d'arnica. Et puis là, on se déplace en lisière de l'arnica. Tiens, bizarre. Ça veut dire qu'elle cherche la fraîcheur. Et puis, tu fais des sites comme ça, un peu partout. C'est marrant parce que mon boulot me faisait faire beaucoup de routes, donc ça m'épuisait. Mais en fait, je voyais plein de situations différentes partout en Auvergne. Et ça, c'était super riche.
parce que du coup ça permettait de faire empiriquement, hein, bien sûr, de faire des liens. Et je voyais partout en Auvergne, dans tout le massif d'Auvergne, que l'arnica se comportait pareil. Tu arrives sur un site, milieu propice, tu fais pas d'arnica. Tu fais bon, allez, je vais voir en lisière. Oh, tiens, c'est bizarre, l'arnica. Donc en fait, ils cherchaient la fraîcheur, l'humidité. Donc ça, rien que ça, voilà, cette observation, bien sûr, l'observation, il faut souvent aussi observer un schéma qui se répète, parce que voilà, la science, c'est ça, c'est observer des schémas qui se répètent, parce que l'observation, c'est un lien avec la science, l'observation scientifique. Enfin, scientifique. Je pense que tout le monde peut observer sans avoir des notions scientifiques, mais au moins, se dire, tiens, j'observe ça, qu'est-ce que je peux faire en fonction de ça. Et donc, typiquement, en fonction de ce que j'avais observé en milieu naturel, je me suis dit, en fait, l'arnica, moi, il faut que déjà, je suis très bas en altitude, donc il fait plus chaud, et je me suis dit, déjà, si même en montagne, il se réfugie en lisière, il faut forcément que je le cultive en agroforesterie. Et du coup, que je mette en place mes parcelles d'arnica au nord ou à l'est des arbres pour qu'ils aient le moins possible le soleil dans la journée, mais qu'ils le voient quand même pour pouvoir fleurir. Et voir éventuellement mettre des interplanches, voilà. Et une autre observation que j'avais faite, c'était que l'arnica, il était beaucoup plus développé dans des végétations environnantes où l'herbe était plus haute que dans les végétations où l'herbe était plus rase. Et du coup, je me suis dit, je vais laisser un peu pousser l'herbe pour créer des microclimats. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Enfin, moi, je sais que quand je viens travailler ici, que j'ai un désherbé ou je viens planter et tout, je fais toujours deux choses différentes. Je fais du travail de l'arnica et je fais toujours au moins 20-30 minutes où je fais de l'observation naturaliste. C'est-à-dire certains arbres isolés qui sont en train de se dessécher ou quoi, donc faire de l'observation un peu plus générale. Parce que paysan de nature, c'est ça en fait, c'est travailler avec la nature, enfin travailler la terre, mais aussi observer. Est-ce que tu veux donner ta définition de l'agroécologie, du coup, en fonction de ça? Donner une définition de l'agroécologie? La tienne? Ma définition, je ne sais pas si je peux donner une définition précise. Je pense qu'on peut en donner plein, des définitions. Le terme agriculture, c'est un terme comme biodiversité que je l'emploie, parce qu'il est employé communément, mais que je ne supporte plus. Pourquoi ? Parce que du moment où on parle de culture, d'agriculture, on se met dans une position de maîtrise du vivant et de gestion du vivant. Or, on n'est pas... Bien sûr que l'homme il s'est développé en maîtrisant et en gérant le vivant, mais on en fait partie. L'agroécologie, pour moi, elle ne doit pas servir d'abord l'agriculture, elle doit d'abord servir la biodiversité, pour qu'ensuite elle rende service en retour. Sur le site, en l'occurrence, si je peux donner un exemple, donc là c'est un site en convention avec le conservatoire d'espaces naturels. J'ai commencé à travailler sur un plan de gestion qui permet de définir les enjeux écologiques, les usages, et en fonction de ça, de donner des pistes d'objectifs et d'actions qui permettront de favoriser la biodiversité. Et c'est marrant parce que je faisais ça classiquement dans mon métier, mais là en fait j'ai réfléchi autrement. Parce que du coup, j'ai fait le plan de gestion avant de me lancer dans la culture. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi de réfléchir à comment combiner les deux activités. Je me suis fait un petit tableau, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire sur le site pour favoriser la biodiversité ? Et j'ai pris les différentes actions. Quelle biodiversité ça va favoriser en retour ? Au final, quel service éventuel cette biodiversité va me rendre ? Et j'ai essayé de réfléchir à chaque action. Des fois, ça ne me rend pas des services, mais on s'en fout. La biodiversité n'est pas là pour ça. Mais j'ai quand même essayé de réfléchir et de faire la démarche intellectuelle pour voir ce que ça pouvait donner, quoi. Quand j'étais au conservatoire, mais jamais on faisait ça. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans quelque chose de assez carré, mais sans réfléchir à ce lien vraiment de, entre guillemets, services rendus. Enfin, voilà ce qu'on appelle les services rendus par la nature ou solutions fondées sur la nature. Parce que ça c'est très important, ça. Et toutes ces solutions fondées sur la nature
ou service rendu, finalement, c'est une réflexion aussi sur le modèle économique. Tout ce que je fais là, c'est des investissements en moins et c'est gratos, en fait. Je pourrais même presque, dans le plan de gestion, essayer d'estimer, parce que ça se fait maintenant, essayer d'estimer la valeur économique de tous les services rendus par la nature sur mon site. Voilà, les fougères règles que je laisse pousser dans la prairie, que j'utilise en ombrage ou en paillage, ça m'évite d'acheter une ombrière, ça m'évite d'acheter de la toile tissée. Ça coûte combien? Bon, je sais pas, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'à la louche, une ombrière plus de la toile tissée, j'en aurais peut-être pour 2000, 3000 euros. Là, je fais quoi? Je descends avec une faux, je fauche les fougères, je remonte. Ça m'a coûté 0. C'est ça, en fait. Pour moi, j'ai pas donné de définition de l'agroécologie, mais pour moi, c'est un peu comme ça que ça devrait se faire. Tu as donné plus ou moins une définition tout à l'heure, qui me plaît beaucoup. Et en tant qu'écologue, je comprends pourquoi l'agroécologie te parle, parce qu'il y a des paysans qui ne sont pas écologues de formation, beaucoup, et du coup, ils ne se retrouvent pas dans le terme agroécologie. Donc c'est intéressant, ce podcast s'appelle Agroécologie voyageuse, mais il pourrait tout à fait s'appeler paysan du vivant voyageur ou n'importe quoi. Et donc tout à l'heure, tu parlais de ces services rendus et du modèle économique. Donc aujourd'hui, c'est ta 2e saison où tu produis de l'arnica en grandissant chaque année. Aujourd'hui, est-ce que tu en vis? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chiffres? Quels sont tes objectifs de revenus sur l'arnica et peut-être d'autres activités de la ferme? Alors, je vais essayer de parler de chiffres, même si j'aime pas ça. C'est pas que j'ai pas envie de diffuser mes chiffres ou quoi, c'est juste que pour moi, comme je te le disais tout à l'heure, ma philosophie fait que on ne devrait pas avoir à travailler pour pouvoir payer un prêt mais bon, ça c'est une autre histoire. Il n'empêche que il faut quand même arriver à trouver un métier donc celui que je fais, il me passionne, moi ça fait très peu de temps mais il me passionne, un métier qui nous nourrit, qui nous enrichit tous les jours et qui nous laisse du temps aussi pour notre famille et pour nous impliquer dans la vie locale et dans le développement de réseau. Moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, mettre en réseau les gens. J'ai pas la prétention de le faire moi tout seul, mais avoir du temps pour être impliqué et développer des actions un peu partout, donc en lien avec Paysans de Nature, en lien avec le conservatoire d'espaces naturels, en lien, je suis impliqué aussi dans un espace de vie sociale local. Donc ça c'est important pour moi. Après, sur le volet économique, du coup, effectivement, c'est prévu à terme, en croisière, que j'ai 3 ateliers différents. Donc pour l'instant, il y a 2 ateliers qui ont bien démarré. Un atelier pépinière où je vends des plants pour les particuliers et les professionnels, des producteurs de plantes aromatiques et médicinales. J'ai un atelier aussi semences, donc où je vends des graines d'arnica à partir de souches sauvages d'arnica pour conserver l'espèce. Et le 3e atelier qui du coup représentera à terme quand même peut-être 2/3 du chiffre d'affaires, c'est l'atelier transformation. Donc c'est pour ça que en pépinière je développe mes plants d'arnica que je plante actuellement sur les terrains, donc pour cultiver en plein champ les arnicas et ramasser les fleurs pour pouvoir ensuite les transformer en produits cosmétiques et faire de la vente directe et donc avoir une valeur ajoutée plus importante. Et puis mon objectif, c'est toujours ce que j'ai tendance à dire, c'est de faire de l'arnica de A à Z en fait. C'est de la graine au produit fini. Comme ça, je maîtrise l'ensemble de la chaîne et puis aussi je sais de quoi je parle. On va dire qu'on a peut-être à terme 2/3 sur le transformation, 1/3 sur pépinière plus semences, ça peut être variable. J'essaye de développer des animations et des visites guidées qui permettent de découvrir à la fois le tilleul, mais aussi l'environnement bocager et la pépinière. Donc ça, c'est quelque chose qui à terme peut se développer aussi, qui me passionne aussi, parce que j'aime bien un peu transmettre aussi, puis partager. Je trouve que c'est intéressant, pas garder aussi les informations pour soi, et puis faire découvrir cet arbre qui a été oublié pendant
décennies, probablement. Merci encore d'ailleurs de m'amener là. Non, de rien. Il devrait être... Comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé, tu as dit que j'étais le gardien. Je ne suis pas le propriétaire. Mais en fait, la nature, c'est un bien commun. L'homme l'a oublié, il s'est approprié des lots de terre. Et on a fait des propriétés privées sur lesquelles on n'a pas le droit de rentrer. On aura beau privatiser l'eau, privatiser tout ce que tu veux. En fait, la terre, elle appartient qu'à elle-même. Tout à l'heure, tu m'as cité des chiffres. Alors, je ne sais pas si tu veux les citer, mais en gros, il faudrait que tu doubles ton chiffre d'affaires l'année prochaine, à peu près, grosso modo. Ce qui est prévu. Donc, j'y vais progressivement, parce que là, jusqu'à présent, j'ai quitté le conservatoire il y a encore 1 an. Donc, en toute transparence, je touche encore le chômage jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça me permet d'avoir quand même une assise financière, mais effectivement à partir de l'année prochaine, l'année prochaine je serai pas encore en rythme de croisière, mais l'idée c'est que dans 2-3 ans ça soit un rythme de croisière. En chiffre d'affaires, on est à peu près, si je dis pas de bêtises, en prévisionnel sur 40-50 000 euros hors taxes prévus sur une année, voilà. Sachant que là actuellement, cette année en prévisionnel on est un peu moins de 20 000 euros de prévu. Voilà. Et ça permet de se dégager un salaire. J'ai fait des prévisionnels assez bas en termes de transformation. Je pense qu'on sera peut-être plus haut que ce que j'ai prévu. Donc pour l'instant, on est sur un salaire proche du SMIC, mais ça sera vraisemblablement plus parce que du coup, j'ai fixé des tarifs qui seront plus proches de la réalité. Voilà. Paysan de nature, la philosophie, c'est quand même arriver à montrer qu'on a une activité économique viable aussi, qu'on n'est pas là pour faire les jolis protecteurs de papillons et d'orthoptères, mais on est là pour montrer qu'on arrive à préserver la biodiversité, que la biodiversité nous rend des services, et que du coup on arrive à en vivre correctement financièrement et à avoir du temps pour nous. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rêve ? Par exemple, tu imagines dans 5-10 ans, on a un petit peu parlé ce matin, des choses qui s'y passeront ? En fait, sur ce site, le champ des possibles, il est inimaginable. Le champ des possibles est inimaginable parce que, tu as pu le voir ce matin quand on a fait le tour, il y a des haies partout, donc quand on passe de parcelle en parcelle, on se dit mais on découvre des nouveaux, je sais pas, l'impression. Moi je sais plus, il y avait une personne qui est venue ici qui m'a dit j'ai l'impression d'être dans Narnia, quoi, de passer une porte et d'être dans un autre monde. Donc rien que ça, c'est voilà. Imaginez dans 4-5 ans ce que ça sera. Moi j'imagine un site quand même où ça bouge, il y a de la dynamique. Je parlais aussi de gestion des haies, donc pour régénérer les arbres, donc il va y avoir de la gestion là-dessus, donc on va recréer des trognes, l'idée c'est de redynamiser tout ça, donc redynamiser les haies, remettre en pâturage une partie du site, donc donner encore plus de vie. En fait, quand on a eu ce site, pour moi il est déjà quasiment dans un optimum de biodiversité. On peut faire encore mieux. C'est-à-dire que l'optimum, on peut encore plus l'optimiser. Dans 4-5 ans, alors c'est un petit peu court terme, moi j'aimerais tout connaître déjà sur ce site, toute la biodiversité. Alors je me dis que dans 4-5 ans, peut-être que déjà on en connaîtra peut-être une partie en attirant des naturalistes de tous horizons qui déjà seraient peut-être intéressés rien que pour voir le tilleul. Et puis se dire, tiens, un super tilleul, il y a peut-être des trucs super sympas à côté. Donc voilà, rien qu'au niveau naturaliste, toutes ces découvertes-là. Là, l'idée c'est de construire des projets pédagogiques avec les écoles pour sensibiliser à donc déjà l'écologie, mais aussi l'agroécologie. Moi, je trouve que c'est hyper important d'arriver à montrer que on lie les deux. En fait, tout à l'heure, quand on a parlé de l'agroécologie et de l'observation, il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler, on en parle souvent, c'est le bon sens paysan. Comme ça, souvent on dit le bon sens paysan. Alors en fait, je trouve que maintenant que je suis paysan, je sais pas, je trouve que ça fait écho, quoi, cette notion de bon sens paysan. On l'observe
et puis on met en place, et puis tout simplement, sans dépenser d'argent, sans c'est cette notion de bon sens, quoi. Et ça arrivait aussi, c'est des choses que j'aimerais bien transmettre, quoi, via l'observation, et notamment à des écoles. Moi, si je meurs, si ma femme meurt, si mes filles meurent, ce que je souhaite pas, en tout cas pas tout de suite. Un jour, le tilleul, qu'est-ce qui deviendra ? Le site, qu'est-ce qui deviendra ? Ça veut dire que tout ce que j'ai mis en place, il faut pas que ça s'effondre et que ça tombe dans les mains de n'importe qui. Donc, moi, l'idée, c'était que ce site, il soit protégé durablement. Alors, au départ, j'avais dans l'idée de signer une obligation réelle environnementale avec le conservatoire. Bon, pour l'instant, on l'avait évoqué, mais bon, il y avait des questions de défiscalisation. Donc, voilà. Et il se trouve que suite à la communication que j'ai fait dans le cadre du concours de l'arbre de l'année, j'ai été contacté par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a proposé de monter un projet pour mettre en site classé, il y a soit le tilleul, soit le site, dans sa globalité. Alors moi j'ai dit la totalité, quoi. Non, moi j'ai dit banco. Un site classé, c'est une protection intégrale sur un temps indéfini. Donc ça veut dire que j'aurai tout gagné. Enfin tout gagné. Ça veut dire que ça sera protégé durablement. Donc là, il y a eu un travail d'un stagiaire qui s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, là, pour faire une étude paysagère historique et pour proposer le classement. En avant-première, je vous le donne, parce que moi, du coup, je le sais depuis très peu, parce que la question, c'était est-ce qu'on classe le tilleul, les 2 tilleuls, parce qu'il y a 2 tilleuls remarquables, ou tout le site. Et en fait, ce qui a été proposé, c'est qu'on classe tout le site pour sa fonctionnalité. On est vraiment dans un contexte de trame de vieux bois avec beaucoup de vieux arbres. Donc les tilleuls s'inscrivent dans cette trame de vieux bois. Et l'idée, c'est de préserver une entité fonctionnelle cohérente. Et pas seulement un élément. Et c'est aussi, quelque part, l'idée était indirectement d'en faire un peu un exemple d'agroécologie. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Tout à l'heure, tu me disais que sur ton site web, sur le brouillon de ton site web, tu as mis un onglet avec un titre de fable qui s'appelle Le tilleul et l'arnica, ou l'arnica et le tilleul. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'idée derrière cette fable ? Et puis après, on pourrait tenter de déposer quelques idées et qui sait, les auditeurs-auditrices pourront nous envoyer d'autres, t'en envoyer d'autres. Oui, c'est parce que l'idée, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de transmettre, faire passer des messages, toujours diffuser, maximiser. Alors, je ne sais pas si la fable elle s'appellera in fine le tilleul et l'arnica, mais en tout cas, l'idée, c'était de faire passer un message en cette fable, parce que le tilleul et l'arnica, les deux, c'est le même combat. L'idée, c'est la conservation. J'ai acheté les terrains pour conserver le tilleul, je cultive l'arnica pour conserver l'arnica, et l'idée c'est que les deux se rejoignent et qu'on soit vraiment dans quelque chose d'un cycle complet, quoi. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, souvent les gens l'oublient, et moi j'aime bien quand on vient ici, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est rappeler des fondamentaux de biologie. Et les fondamentaux de biologie, c'est tout simple, on prend une feuille, on frotte la feuille sur une feuille de papier, ça colore en vert. Qu'est-ce que c'est le vert ? Et après, à partir de ça, on découle. La chlorophylle. À quoi ça sert la chlorophylle ? Alors les gens souvent ils disent ça sert à lâcher de l'oxygène ou à prendre du dioxyde de carbone. Oui, nous ça nous sert à nous parce que du coup on respire, on est bien content, on a les arbres, voilà. Mais donc ça c'est important. Enfin moi c'est un message que j'aime bien transmettre, tu vois. Des choses qui finalement, même si elles ont tendance à peut-être être rabâchées médiatiquement, je suis pas sûr que c'est un message qui arrive directement au cerveau. Et au cœur. Quand on est au pied de l'arbre, qu'on a cet arbre majestueux et tout, rappeler le fait que cet arbre, déjà, il fait de la photosynthèse. Pourquoi ? C'est juste pour se nourrir, lui. Il se nourrit, l'arbre. C'est pas pour nous lâcher de l'oxygène ou pour limiter le changement climatique. Il se nourrit déjà, et les gens ils disent ah ouais,
Bah oui, il fabrique des sucres et puis il se nourrit avec les sucres. Ah. Donc déjà, c'est rappeler ces fondamentaux là. Et puis après, dire que, effectivement, les arbres, ils ont un rôle très important en termes de... Voilà, je leur fais toujours prendre une bouffée d'air, là, comme ça, on les... Puis, il nourrit derrière le piquet-pêche, c'est ça, qui se nourrit de la sève, tu me disais tout à l'heure, qui fait des petits trous dans le tilleul pour manger un petit peu la sève. Donc il nourrit tout un cortège de personnes, d'êtres. Et du coup, l'arnica et le tilleul, moi j'avais vraiment ce truc du grand sage et du petit qui démarre. Finalement, c'est grâce au tilleul que tu as décidé de cultiver l'arnica ici, parce que tu as été attiré par ce grand gardien du terrain, et toi tu es toi-même gardien du gardien, parce que cet arbre tout seul ne peut pas être protégé de la main de l'homme avec sa tronçonneuse trop aiguisée, comme tu disais tout à l'heure. Il faut un autre gardien, et je trouve ça magique. Et en fait, finalement, l'arnica derrière, il bénéficie de tout ça. Et l'arnica, en tant que soleil, le soleil des petits bleus, il va capter, c'est un soleil, donc lui aussi, il rayonne et te permet aussi de générer un revenu économique qui te permet de faire vivre ce site et de donner en retour, de préserver en retour le vieux tilleul, quoi, les vieux tilleuls. Donc il y a vraiment cette idée de l'arnica qui est un... Waouh, c'était quoi ? Je pense que c'était une buse qui est passée juste à quoi, 4-5 mètres de nous. Je la vois. Oh là 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 là, elle repasse. L'arnica qui est en agroforesterie, donc il est aussi préservé par les arbres, et pourtant c'est un soleil. Du coup, je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus. Il y a une notion, tu vois, je t'écoute. En fait, tout ça, c'est de la bienveillance. Tout le monde est bienveillant des autres. Le tilleul, il est bienveillant, il a été planté là pour sa bienveillance. Il est bienveillant sur le site. L'arnica, c'est une plante bienveillante, connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés. C'est une plante pharmacie, l'arnica. Personne ne le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une pression telle sur l'arnica, c'est parce que c'est un peu la plante pharmacie, quoi. Un anti-inflammatoire, une cicatrisante, une antalgique, une antibactérienne. Il y a plus de 75 principes actifs dans l'arnica. Donc la bienveillance, en fait, c'est moi j'essaie d'être bienveillant avec tout cet environnement vu que je veux le protéger. Donc en fait, je pense que c'est ça, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre humanité actuellement, la bienveillance. Le soleil des petits bleus, c'est à la fois l'arnica qui soigne nos petits bleus, mais il y a un autre message derrière. Il y a le message de bienveillance. Et tu t'appelles Sylvain, faut pas l'oublier. Hier, on m'a sorti une expression, omen nomen, je crois, non ? Omen nomen. Alors, on laissera chercher les auditeurs. En gros, un nom prédestiné, quoi. Est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un à travers ce podcast ? Quelqu'un, quelque chose ? Toutes les personnes qui... Souvent, quand je travaille tout seul, je me dis que j'ai vraiment une gratitude pour toutes les personnes, toute ma famille qui m'a soutenu psychologiquement, qui me soutient dans ce que je fais, parce que c'est quand même, comme je le disais, franchir un pas, c'est quelque chose, c'est un risque aussi, une notion de risque. Donc, et qui sont toujours là pour moi. Et puis toutes les personnes qui à un moment donné de ma vie, précis, je sais pas pourquoi, sont mis là sur mon chemin et puis m'ont ouvert des portes. Et puis surtout, principalement, je pense que la seule chose qu'on peut remercier, c'est celle sur laquelle on est assise. Et qui sent bon l'humus. Et qui est un hasard complet de l'univers. Et qui est même une somme de hasard complet. Et qu'on a tellement besoin de protéger. Merci beaucoup, Sylvain. De rien, merci à toi. J'ai appelé cet épisode « Le tilleul et l'arnica » car c'est le nom d'une fable que Sylvain aimerait écrire.
Si en écoutant ces épisodes vous êtes inspiré pour écrire, n'hésitez pas à envoyer à Sylvain ou à moi votre création. Dans les notes de l'épisode, vous pourrez trouver un petit article, des photos, pour que vous puissiez mettre des images sur ce que vous allez découvrir avec vos oreilles. Si vous souhaitez encourager mon travail et me permettre de continuer à mettre en lumière des fermes comme celle de Sylvain, je vous invite à imaginer une rétribution sous la forme d'un don. J'en profite pour remercier les tipeurs et tipeuses qui se sont engagés à me soutenir chaque mois, ce qui sécurise mon activité. Laetitia, Agnès, Coralie, Arnaud, Sabine, Maëva, Jean-Luc, Sylvain, Jean-Yves, Stella, Jean-François, Jérémy, Guillaume, Nicolas, Vanessa, Pascal et Anna. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, et ça me donne vraiment envie de continuer. Merci aussi à Mylène et Rémi, donateurs de ce mois-ci.